Bonjour à toi, cher spectateur ou cher abonné ou cher spectateur qui va bientôt t'abonner. Comme tu le sais, ça fait un moment que je cherche à quoi pourrait réellement servir cette chaîne, moi qui ne suis pas un vrai youtubeur et qui tente parfois de te divertir avec quelques vidéos de dessin. Aujourd'hui, je tente donc un nouveau créneau sur lequel il y a déjà sûrement pas mal de monde, mais après tout on s'en fout, de toute façon je fais de la BD comme métier, donc essayer de me faire une place dans un secteur surchargé, j'ai l'habitude. Pour ce premier épisode des chroniques de BD, je vais surfer un peu sur l'actualité avec un poids lourd qui s'est ramené chez ton libraire il y a déjà quelques semaines. Et honnêtement, chronique d'un succès annoncé, chez nous entre auteurs, on en frémissait déjà pas mal bien avant la sortie. Donc depuis le 28 août dernier, c'est-à-dire 28 août 2019, hein, si tu découvres cette vidéo dans 10 ou 15 ans sur YouTube par une nuit sans lune alors que t'avais rien à faire et que t'es tombé dans les archives du web. D'ailleurs, dis-nous si tu viens du futur, dis-nous dans les commentaires si la BD papier existe encore, ou dis-nous d'ailleurs si YouTube existe encore, hein, comme ça qu'on sache où on en sera dans 10 ans. Ce qui n'est pas du tout le sujet, j'en étais où? Oui, donc depuis le 28 août dernier, tu peux découvrir un magnifique ouvrage chez ton libraire qui s'intitule sobrement, attends que je prenne ma respiration, Les Indes fourbes, une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablo de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, inspiré de la première, telle qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juanabad. Rien que ça. On va se contenter de dire les Indes fourbes pour la suite, hein, parce que sinon la vidéo va durer 45 minutes, rien que s'il me faut répéter le titre complet pendant tout ce temps-là. Les Indes fourbes, donc, ça sort chez Delcourt, ça fait 160 pages, c'est très gros, c'est très beau, et franchement, si vous l'avez pas aperçu quelque part, ami spectateur, soit t'es pas sorti de chez toi depuis X temps, soit t'as de la merde dans les yeux, parce que franchement, on peut pas le louper. Je l'ai vu partout ce bouquin, que ce soit chez les libraires indés, que ce soit chez les libraires principaux, que ce soit à la Fnac, que ce soit dans les grands groupes. Les Indes fourbes, ça se trouve partout. La question donc qu'on se pose, les Indes fourbes, évidemment, de quoi ça cause? Ça cause des aventures d'un espèce de petit filou espagnol au début du XVIIe siècle, donc le fameux Don Pablo, qui s'embarque pour les Amériques dans l'espoir d'y faire fortune. Donc pour les deux du fond qui ne suivent pas, à l'époque, les Amériques, on appelait ça les Indes occidentales. Donc c'est l'histoire d'un type un peu fourbe qui va aux Indes, les Indes fourbes, bon voilà, le titre était tout trouvé, ça prend tout son sens. Et l'ami Don Pablo donc va s'employer à faire fortune de la meilleure façon possible, accumulant donc les bévues, les escroqueries, les réussites passagères et les disgrâces récurrentes. Il est plus souvent dans la misère que dans la réussite, et quand il réussit, ça dure jamais très très longtemps. C'est assez navrant comme aventure finalement, mais c'est aussi tout à fait réjouissant. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que si on veut s'évader, on va accompagner avec plaisir l'épopée du bonhomme entre les jeunes colonies d'Amérique du Sud, les tréfonds de la forêt amazonienne, je bafouille, jusqu'au pic neigeux des Andes. On rencontre toute une galerie de personnages assez extraordinaires qui sont tour à tour réels au sens du récit, j'entends, et parfois totalement fantasmés par Don Pablo. Donc pourquoi fantasmés? Parce qu'en fait, la particularité de Don Pablo, c'est que c'est un affabulateur, c'est un mec qui raconte des histoires, qui s'invente des vies pour mieux escroquer les gens auxquels il va essayer de récupérer du pognon. Donc il hésite jamais à s'inventer une vie pour réussir les escroqueries. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte, quoi. Et c'est là qu'entre en jeu le talent des auteurs, en fait. Au scénario, on retrouve Alain Hérol, donc, qui est l'auteur des excellents Garulfo et de Cap et de Croc, donc un mec dont le talent à l'écriture n'est plus à démontrer. Et le scénario est ainsi tourné qu'on vogue en fait tour à tour entre le récit que fait Don Pablo, donc les choses qu'il raconte aux gens, donc qu'il nous raconte à nous, et des récits qu'on revisite en fait à chaque fois après coup, du point de vue des victimes, au moment où elles comprennent en fait la réalité, les éléments de la réalité que Don Pablo a utilisé pour créer la fiction qu'il leur a racontée. Donc on fait souvent ces allers-retours comme ça, à plusieurs fois dans le bouquin, entre ce que va nous raconter Don Pablo et ce qui est en fait la vraie histoire qui s'est passée. Et donc du coup c'est vrai que c'est assez subtil en fait, et on découvre à travers ce récit comment Don Pablo et du coup Alain Hérol ont construit ce récit à tiroir, où tout ce qui semble crédible en premier lieu se révèle totalement faux quelques pages plus tard. Donc au final on sait jamais trop à quoi s'en tenir, c'est assez rafraîchissant à ce niveau-là, on est souvent surpris. Bon, côté vocabulaire et syntaxe, enfin côté qualité d'écriture, Hérol n'a plus rien à prouver, c'est de la haute voltige, et on sent que c'est vraiment écrit avec le cœur, on se régale vraiment à le lire, quoi. Pour transcender évidemment la qualité du texte, on ne pouvait pas rêver meilleur illustrateur que Juan Guarnido, qui est à mon avis un des tout meilleurs artistes de son temps, enfin de notre temps du coup. Son dessin en couleur directe est toujours stupéfiant, quoi. Enfin, si tu connais son travail sur Black Sad, tu ne seras pas surpris de la qualité du bouquin.
Qu'il s'agisse de dessiner des galions sur un océan à perte de vue, ou la crasse d'une ville coloniale, ou la luxuriance de la forêt amazonienne, ou l'éclatante fantaisie, on va dire, d'un Eldorado rêvé, Guarnido est à l'aise partout. On dirait que le mec, il fait partie de ces auteurs qui savent tout faire, quoi. Quel que soit l'univers dans lequel tu les places, que ce soit avec les animaux dans Black Sad, qui est plutôt, on va dire, pas contemporain, c'est déjà un peu old school, mais moderne par rapport aux univers des Indes fourbes. Il n'y a rien qui ne sait pas faire, quoi. Chaque page c'est une merveille, tu regardes, il y en a dans tous les sens, des détails de partout, et en plus des pages merveilleuses, il y en a 160, donc t'en prends plein la tête, quoi. Typiquement pour moi qui suis aussi dessinateur, ça fait partie du genre de planche, du niveau de dessin dont je sais mais pertinemment que même dans 100 ans, je serais toujours pas capable de les faire, quoi. C'est pas faute d'essayer, hein. Donc Guarnido, c'est avec quelques autres auteurs comme ça, comme Marini par exemple, quelques-uns des très très grands messieurs de la BD actuellement, quoi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus, parce que bon, à force d'encenser tout ça, on va s'imaginer que je lèche des culs, quoi, et franchement c'est pas trop mon genre. Mais je vais quand même l'encenser encore une dernière fois, et puis après j'irai fouiner quelques petits défauts quand même qui se cachent à peu près il y en a quelques-uns, quelques petits défauts dans l'ouvrage, quoi. Voilà, mais le truc en plus, la cerise sur le gâteau de ce récit, en fait, c'est l'histoire qui est liée à la création de ce scénario. Et pour bien le comprendre, en fait, il faut relire le titre en entier, en faisant bien attention à quelques petits trucs. Donc, Les Indes fourbes, une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablo de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, inspiré de la première, tel qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et seigneur de Juanabad. Donc les Indes fourbes, c'est bon, on a vu, ça on sait ce que c'est. Don Pablo, c'est vu aussi, c'est le héros, l'anti-héros, le protagoniste principal. Par contre, on parle de seconde partie, on parle de première, et putain, c'est qui Don Francisco Gomez de blabla truc, chevalier du Saint-Machin, seigneur d'Aloe Bababois, blablabla. C'est long, en fait, et c'est pas qu'une figure de style, c'est là que ça devient vachement intéressant. Donc Don Francisco, on va l'appeler Don Francisco, parce que si je donne son titre complet du titre, c'est pareil, on va y passer 10 ans. Don Francisco, donc c'est un type, voilà, on va dire un type, dont vous pouvez trouver plus d'infos sur Wikipédia si vous regardez. Un type donc qui a écrit le roman El Buscón, je crois que ça se prononce comme ça, au début du XVIIe siècle, du coup, autour de 1625, un truc comme ça, qui racontait le début de l'aventure de Don Pablo. Donc c'est un auteur de son temps, donc qui a eu énormément de succès avec cette histoire. Et puis Don Pablo a été envoyé par son auteur aux Amériques, et l'auteur a dit qu'il raconterait la suite, puis il est mort, ce con. Il est mort, donc il n'y a jamais eu de suite. Donc en gros, 400 ans plus tard, au cours d'une conversation dont j'aimerais vraiment connaître la teneur, donc ces deux génies que sont Hérol et Guarnido se sont dit « Eh mec, on va raconter la suite de l'aventure, quoi ». Alors je sais pas si ça a été un truc extrêmement posé, réfléchi à l'origine. Est-ce que l'un des deux, peut-être plutôt Hérol, avait connaissance de ce récit en profondeur et s'était dit tiens, c'est un truc dont je voudrais raconter la suite, ou est-ce que totalement au contraire, les mecs un soir se sont rencontrés à un festival, ils ont bu un coup sur un coup de tête, ils se sont dit vas-y, on va adapter le machin le plus improbable du monde et en sortir un chef-d'œuvre. Mais honnêtement, je sais pas quelles sont les prémices exactes et ce qui a donné l'idée à ces deux auteurs de s'associer sur ce truc-là, mais franchement, c'était du pif, quoi. C'était bien trouvé, et puis évidemment, l'éditeur qui les connaît l'un comme l'autre a bien vite dû comprendre qu'un, même si l'exercice était casse-gueule, ça pouvait pas se planter, quoi. Voilà. Alors du coup, messieurs Guarnido et Hérol, si un jour vous tombez sur cette chronique et que vous voulez venir nous raconter les circonstances exactes de comment est venue cette toute première idée, je serais vraiment très très curieux de l'entendre, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà, bon, pour résumer, donc on a là un gros livre, un beau livre, un livre bien écrit, qui porte en plus une histoire personnelle, enfin une histoire intérieure, un scénario, donc c'est l'histoire de Don Pablo, et une histoire extérieure, donc qui est la poursuite de l'œuvre de Don Francisco, donc qui est quand même pas une mince affaire. Et du coup, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose ? En fait, est-ce qu'on doit lui reprocher quelque chose ? Parce qu'il y a tellement d'amour et de passion et de générosité dans ce bouquin, qu'on s'en voudrait presque d'aller fouiner pour un défaut, parce que il y a quand même, voilà, on n'a pas souvent des œuvres en BD de ce niveau-là, mais bon, on va quand même essayer, parce que voilà, histoire d'être un tout petit peu critique. Au dessin, franchement, ça va être dur.
Parce que bon, tu peux regarder le dessin de Guarnido dans tous les sens, y trouver un défaut, c'est quand même pas évident. Histoire de chipoter, parce que j'ai entendu dire à droite à gauche sur quelques autres chroniques et auprès de quelques lecteurs avec qui j'en ai parlé, il arrive, quand on passe d'une version à l'autre du même récit de Don Pablo, qu'on retrouve quasiment exactement la même case en fait, qui a été copié-collé oui, a priori. Parfois la colorimétrie a légèrement changé, encore que mes souvenirs sont plus très clairs. Mais on va retrouver quelques reprises en fait, des cases reprises à l'identique. J'ai entendu dire que c'était un peu paresseux, quoi, de pas, quitte à changer de point de vue, autant changer aussi le point de vue de la caméra. Donc quitte à avoir cette même histoire d'un autre angle, ne pas se contenter de reproduire les mêmes cases. Personnellement, déjà quand il y a 160 pages de cases de ce niveau-là, de partout, je veux dire qu'il y en a quelqu'une qui se répète, c'est pas vraiment un problème. Et en fait, je trouve que c'est... Enfin, je voulais chercher un défaut parce que voilà, mais c'en est pas vraiment un. Simplement que comme on revient dans un récit qui a déjà été raconté 10 ou 15 pages plus tôt, je trouve ça intelligent quelque part d'avoir ces cases qui vont être des marqueurs visuels, ce qui fait que tu n'as pas besoin de te demander ah mince attends de quelle histoire on parle, à quel moment on reprend. Comme tu as la même case, tu sais exactement en fait visuellement directement à quel moment t'en es, t'as pas besoin de t'emmerder, essayer de réfléchir. Cette case permet de te donner vraiment des marqueurs visuels nets. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, possible, hein. Mais en tout cas je trouve ça très, très pratique pour ne pas se perdre dans un récit à tiroir comme ça, qui peut éventuellement un petit peu te perdre dans la chronologie, quoi. Donc au moins avec ça tu sais que tu en reviens là, que tu reprends l'histoire à un point clé et que du coup t'es jamais paumé. Donc à ceux qui trouvent que c'est un défaut, en fait c'en est pas vraiment un. Et du coup pour ce qui est de critiquer le dessin de Guarnido, franchement à force lever tôt, moi je ne trouve rien à critiquer là-dessus, quoi. Au scénario, encore une fois j'ai un reproche, mais c'est pas vraiment un reproche, c'est surtout que c'est pas évident en fait à gérer. Il y a 3 actes, on va dire, dans le bouquin, entre guillemets, et le 3e acte est une sorte de gigantesque conclusion qui va nous raconter toute la suite du destin de Don Pablo, en fait, qu'est-ce qui va lui arriver après l'aventure principale du bouquin. Donc un destin qui n'est pas sans surprise, qui n'est pas sans rebondissement, et en fait qui m'a laissé un petit peu un sentiment ambigu, parce que à la fois un sentiment de trop plein et de trop peu. Donc je m'explique. Si pour une simple conclusion, je trouve ça trop long, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui sont racontées qu'on arrive au bout du bouquin, on se dit bon, la fin, on en est où la fin là, on est limite épuisé parce que c'est une très très longue narration en fait. Donc tu te dis bon, ok, conclusion, je veux bien. C'est un peu comme la fin du Seigneur des Anneaux, si tu veux, t'arrives au bout. Alors les fans absolus sont très contents d'avoir toutes les lignes toutes les lignes de récit qui se ferment. En fait, on arrive au bout de chaque histoire, mais c'est vrai que des fois tu dis, quand on a encore de la suite sur la suite sur la suite, d'un côté c'est cool, de l'autre c'est quand même un peu long. Et paradoxalement, pour un 3e acte, si on prend pas ça comme une conclusion mais comme un 3e acte du bouquin, c'est trop court. C'est trop court. En fait, pendant ta 2 tiers de bouquin, où on prend tout son temps pour développer Don Pablo, ses histoires dans le détail, vraiment avec subtilité, sur une période finalement assez courte, son aventure aux Indes, enfin en Amérique. Et dans le dernier acte, sur 2 ou 3 fois moins de pages, en fait, on a les 10-15 années suivantes qui sont résumées. Et c'est super intéressant de savoir ce qui se passe. Mais en fait, ça aurait mérité des tomes de plus. On pourrait faire 2 tomes encore de plus sur les aventures de Don Pablo une fois qu'il était revenu en fait au Bercail. Et j'aurais vraiment voulu voir comment les choses qui nous sont racontées là-dedans auraient été développées de façon beaucoup plus poussée, quoi. Donc, du coup, je sais pas trop quoi en penser. C'est une fin qui me paraît à la fois trop longue et trop courte, qui me satisfait autant qu'elle me frustre, qui me donne en fait qui me donne envie d'arriver au bout du bouquin. Je vais pas y arriver, ça y est. Donc, qui me donne envie d'arriver au bout du bouquin et qui en même temps me donne envie d'en lire encore plus. Alors, c'est perturbant. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup à raconter. Je pense qu'il fallait marquer le coup avec un bouquin comme ça, avec un format entre guillemets très 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 roman. Donc, c'est un gros one shot. Et il y a peut-être pas finalement de meilleure façon de faire les choses, soit en s'étalant trop dans des tomes supplémentaires, soit en laissant le lecteur frustré de passer à la suite des aventures. Donc quitte à choisir un compromis, finalement, encore une fois, ce qui pouvait être vu comme un défaut, n'est finalement que peut-être la meilleure façon de faire les choses pour satisfaire tout le monde. Voilà. Donc en fait, voilà encore un défaut qui n'en est pas vraiment un,
qu'il n'en est pas vraiment un, n'est-ce pas? Notez cette magnifique liaison improbable, c'est un défaut qu'il n'en est pas vraiment un. Donc en conclusion, les Indes fourbes, bon, on va pas se mentir, c'est l'événement de la rentrée BD, j'ai vu que ça avait été tiré direct à 120 000 exemplaires. 120 000 exemplaires dans le marché actuel de la BD, c'est monstrueux. Voilà, scénaristiquement c'est hyper pointu, scénaristiquement c'est hyper atypique, graphiquement c'est hyper bien fait, commercialement c'est hyper bien vendu, et a priori de ce que je peux voir autour de moi c'est aussi hyper bien lu. Donc si vous ne le connaissez pas encore, si vous n'avez pas eu l'occasion, si vous voulez vraiment un bel objet BD, parce qu'en plus évidemment la couverture en jette un max et limite t'as envie de le mettre sous vitrine quoi. Voilà, jetez-vous dessus les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Le bouquin n'est peut-être pas à 100% parfait, mais en tout cas il est aussi proche du parfait qu'il est possible. Donc Monsieur Hérol et Monsieur Guarnido, je vous dis bravo, voilà, je vous tire mon chapeau, c'est le genre de truc qu'on rêverait tous de pouvoir faire et qui évidemment n'est pas à la portée du premier venu, donc très très beau bouquin. Voilà, cette première chronique BD est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour m'inciter à continuer, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un commentaire et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt, et puis d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de lire des bouquins, plein. Allez, bye.